Le podcast La Florida vous est présenté par l'autoamigo.com, Richard's Motel Family of Lodging et Caméléon Productions. Snowbird 2.0 100% Florida, 100% Snowbird. Je la connais, votre merdasse, Cedelbaum. T'essouffle pas. Tu n'as rien contre moi. Tu le sais, et ça, je le sais. J'ai fait le compte de billets, c'est tout. Tu veux me faire perdre mon temps, ok. J'alerte mon avocat. C'est le meilleur à Miami. C'est l'as des avocats. Je te préviens que demain matin, toi, tu vas bosser en Alaska. Snowbird 2.0, ton podcast floridien. Simply the best. On fire, hear your soul. Take me get in our road. Feel the mood, turn it on. Cet épisode est enregistré devant public. Bonjour tout le monde et bienvenue à La Florida, le podcast édition numéro 15 maintenant pour la saison numéro 2. Ce qui fait qu'on est rendu, mon cher Carl Sanson, à 30 épisodes d'environ 1 heure de La Florida, le podcast en tout et partout. Alors, c'est donc la saison numéro 2, 15e épisode. Et vous mentionnez que nous sommes en enregistrement le 10 janvier pour la période qui précède la Saint-Valentin. Alors, la diffusion se fera quelques jours avant la Saint-Valentin. Premier enregistrement devant public ici. Alors, on a décidé de sortir des studios de Fort Lauderdale, du AV Club, puis s'en venir avec Carl Sanson, rencontrer un peu les auditeurs ou des gens qui nous connaissent par le biais du podcast La Florida. Bonjour, Carl, comment vas-tu? Très bien. Bonne humeur? C'est... il fait fret, là. Toi, t'appelles ça frais. Oh oui, mais c'est parce qu'il faut mettre ça comme ça. Il fait froid pour nous autres, là. Oui. Les locaux. Oui. Ceux qui sont en vacances ici, vous allez peut-être trouver ça drôle, parce que vous êtes en manche courte, tout ça. Mais pour nous autres, j'aimais une photo, justement, qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux. Ils parlaient des Floridiens dans ce temps-ci. Il y a une tuque puis un coat, mettons un North Face sur le dos. Puis les touristes sont en costume de bain sur la plage. C'est ça la différence entre les deux dans cette température-là. Par contre, normalement, la mer ne descend pas en bas de 72 degrés. Ah, OK, je savais pas. Fait que 72, c'est quoi? C'est à peu près 21, 22 Celsius. Ouais, ben, c'est exactement ce qu'il fait présentement dehors. Présentement, Ouais. c'est 22, là, 22 Exact. Celsius. Exact. Mais on a quand même la semaine prochaine, ça va être plus frais que la normale. Ouais. C'est la faute du Canada. C'est la faute de Justin Trudeau, en passant. La vague, c'est vraiment, ils appellent ça en anglais un Canadian Arctic Cold Air. OK. Fait que ça part vraiment là, du pôle Nord, puis ça baisse, puis ça fait vraiment une curve, là. Puis il fait plus chaud, nous autres, parce qu'on est sur le bord de l'eau, mais quand vous rentrez dans les terres, j'ai des amis, moi, qui habitent 45 minutes au sud d'Atlanta. OK. C'est au sud, là, Atlanta, quand même, dans les États-Unis, là. Puis eux autres, ça fait 6 ans qu'ils habitent là. C'est la première fois qu'il y avait 5 cm de neige sur leur terrain le matin. Oh! Fait que c'est drôle parce que les animaux sortent, les chats, les chiens, ils n'ont jamais vu de neige de leur vie, là. OK. Fait que son chien elle a un bulldog. Elle a ouvert la porte, le chien a regardé. Son chien a 1 an et demi. Fait qu'il s'en va tranquillement. Il met les pieds dans la neige. Il a reculé ses pas par en arrière pendant qu'on a fait 4-5 dans les mêmes traces qu'il a faites. Puis il est rentré dans la maison. OK. Là, elle l'a disputé. Elle disait non, elle dit, va faire pipi, là. Va faire ta job, là. Il est pas habitué. Il voulait rien savoir. Il se brassait la tête de même. Non, c'est pissant. On dirait que c'est un humain, tu sais. Ah, ouais. Fait que, mais c'est quand même beau. Regardez, on fait des farces, là. Moi, je suis un gars qui fait beaucoup de sport dehors, dont du motocross, là. Ouais. Puis quand on a ce temps-ci de l'année, on fait comme un break, là. Ouais. Parce que l'été, t'en fais 15 minutes, ça pisse 20 minutes, t'es brûlé. Puis dans ce temps-ci, j'en ferais 1 heure sans arrêter, je brûlerais une tank à gaz. Vous comprenez la différence? La même chose d'un jogging, faire n'importe quoi. Exact. Pour nous autres, c'est le fun. Oui. C'est rafraîchissant. C'est un break pour vous autres, mais Oh, t'aimes, oui. t'aimes Oh. toujours mieux la température du mois d'avril. Moi, je suis un que la- malade. Moi, Ouais. moi j'aime la chaleur. Ouais. Tu jogues même en chaleur. Moi, j'aime la chaleur. Ouais. Je tolère bien la chaleur. Mais- Puis j'ai toujours dit à des gens qui viennent ici, mettons, vient justement au mois d'avril, puis il fait plus, hey, wow, il fait chaud, toutes ces affaires. Ouais. Ça vous prend à peu près 6 mois avec votre sang qui s'habitue. Puis vous changez votre linge, s'habitue, puis vous tolérez beaucoup plus la chaleur, même si c'est humide en Floride, où c'est que Richard's Motel est en ce moment. Ouais.
on est à l'est de la 95, donc il y a toujours la brise des Caraïbes qui rentre ici. Ouais. Même l'été, quand il fait très chaud. Là. Quand je dis chaud, là, la nuit, il fait 29-30 Celsius, puis le jour, c'est entre 34 et 38. Wow. Mais on vient qu'on s'habitue. Moi, je ne travaille plus en Celsius, mais vu que je suis Canadien, à l'école, on a appris. Là. Mais ici, je suis en degrés. La nuit, il fait 86-88, puis le jour, il fait 95-96. C'est pas la chaleur ressentie. Ça vient juste du Canada en passant, puis du Québec. Ils font pas ça ici, chaleur ressentie. OK. Parce que sinon, ça finirait plus. Ouais. Fait que quand même, je parle avec ma mère, Oui. qui vient ici depuis... elle aimerait pas ça, je dis ça, depuis 55 ans, 60 ans. Ouais, mais il annonce 38 Celsius à Québec cet été. Ressenti. Facteur humidex, là, vous comprenez Ouais, la patente? Oh, oui. Ça, c'est typique du Québec. Ouais. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Non. Je fais juste dire ça en passant. Puis l'océan, l'été, est à combien à peu près? Ah, ça, c'est le fun. C'est pour ça que j'aime. Moi, je me baigne pas avant 3e semaine du mois de mai. Moi, je suis un frileux, moi. Même pas en avril, quand Ah, il non, fait non, chaud à non, l'extérieur. non, mais moi, je suis un frileux. OK. Je suis pas gêné de le dire. OK. Je suis un petit poulet. Fait que, l'eau l'été de la mer est entre 90 et 94 degrés à peu près. OK. Ça, on atteint ça à peu près à la mi-juin, aller jusqu'à fin octobre. Ouais. Fait que tu rentres dans l'eau, c'est juste rafraîchissant un peu. Tu n'as pas chair de poule jamais. Puis tu peux rester dans l'eau 1 heure, 2 heures de temps. Sauf que les Québécois qui vont dans l'eau en période d'été, quand ils sortent ou ils viennent pour rentrer dans l'eau avec leur gougoune, ils les laissent loin, puis ils marchent dans le sable, puis ils Ah disent non, c'est mais chaud, c'est ouais, chaud. Mais ça, tu t'habitues aussi. Ça. Tu marches vite. Là. Puis, on me disait que pour s'habituer à la chaleur d'ici, pour s'habituer au froid du Québec, c'est que quand tu viens rester ici, le sang dans les veines, il éclaircit. C'est ça que Après 6 j'expliquais. mois. C'est ça que Après 6 mois. j'expliquais. Ça prend 4 à 6 mois pour s'habituer, puis un coup, vous l'avez, après ça, vous êtes correct. L'inverse, la plupart des gens qui vont au Québec, qui résident ici puis ne sont pas allés dans le Nord, ben, le sang épaissit quand tu vas Ouais, mais quand il ne ça s'habitue endurcit. jamais. Moi, Non, je te confirme exact. qu'il ne s'habitue pas. Ouais. Toi-même, quand tu vas au Québec. J'ai beaucoup de difficultés. Ah ouais? Ouais. Ben, Je suis un frileux. OK. Ben, demain, tu vas être content. On passe de 22 à 26 degrés à peu près. OK. On devrait être bien. on devrait Ouais, je vais le prendre. Hey, on résume un peu l'actualité parce qu'on en a parlé un peu dans les podcasts précédents, 13 et 14 de la saison 2. Mais on a à peu près pas de premier ministre en opération ou en pouvoir au Canada. Là, à l'enregistrement, on ne parle pas de la diffusion du podcast maintenant, épisode 15, mais on n'a à peu près pas de premier ministre, mettons, avec du pouvoir au Canada, puis on n'a pas encore de président en fonction officielle en parlant de Tu parles de Justine? Justine, oui. Justine, OK. Justine, oui. Mais on n'a pas, ici aux États-Unis, bien évidemment, à partir du 20, on a un président officiel. Mais comment les Québécois, parce qu'il y a encore des Québécois qui ont crainte de venir ici en raison de Donald Trump, alors que de 2016 à 2020, ils sont venus ici sans se préoccuper qui était le président des États-Unis. Comment tu vois ça? Oh boy. Ça, c'est des sujets en passant. J'ai des pirates que je salue aujourd'hui. Ils sont C'est habitués. des sujets qu'on a à Radio Pirate, que je travaille avec Jeff Fillion depuis 6 ans. Jeff, c'est un ami de 25 ans. Quand j'ai arrêté de faire, j'ai pris un break d'être producteur de films, dont surtout de la production IMAX 2D, 3D. Et je suis revenu au Québec pour des raisons que mon beau-père faisait de la démence, tout ça. Puis on a toujours, moi et ma femme, on a fait un pacte. On habite en Floride, mais si nos parents ont besoin de nous autres, tout le monde vit ça dans les familles. Donc, j'ai dit, on va revenir pour aller s'en occuper. OK. Moi, quand j'étais en production, j'étais parti entre 6 à 8 mois par année, je n'étais pas à la maison. Je revenais une semaine, je repartais 2 mois. Je revenais 4 jours, je repartais 3 mois. C'est ça, être producteur de film. Surtout quand tu fais des documentaires. Je ne fais pas un documentaire. Quand tu fais un documentaire, c'est que tu fais le tour du monde. Tu n'as pas le choix. Tu sais, j'ai été en Patagonie, j'ai été au Groenland, justement, que Don Jr., avec le jet de son père, il a été faire un tour au Groenland la semaine passée. Ça, c'est spectaculaire. Là. OK. De la prospection. tu te promènes beaucoup. Après ça, tu fais les lancements de films. Les théâtres IMAX dans les Science Museum te demandent d'être là souvent présent quand ils achètent ton film. Ouais. Donc, j'y vais. Même si j'ai une équipe, souvent, ils veulent voir le producteur, le réalisateur qui est moi. Ouais. Fait que j'ai fait ça pendant 20 ans de ma vie. Okay. Je comprends très bien la différence entre les pays parce que en production IMAX, mes films étaient vendus dans plus de 60 pays à travers le monde. Donc, les mentalités des gens, les nouvelles, comment ils perçoivent leurs nouvelles. Je suis un gars qui a vendu beaucoup de films en Russie. OK. J'ai un distributeur en Russie.
Les Russes, en passant, parce que pas tout le monde qui est en Russie, je comprends qu'il n'y en a pas beaucoup qui a été, sont spectaculaires, sont fins. Ben voyons. C'est des gens super fins. OK. On les présente comme étant des ennemis ou quoi que ce soit. C'est un de mes bons de distributeurs que j'ai fait affaire. Quand je suis arrivé là, c'était le... Je vais vous donner un exemple. On arrive aux douanes. Je passais où les ambassadeurs étaient, parce que j'étais un producteur de films, j'étais un Canadien qui s'en venait. La limousine m'attendait à la porte. Je suis juste Carl Sanson, vient de Québec, là. Je suis juste un petit producteur de films, là. Mais eux autres, la fierté qu'ils avaient que j'allais dans leur pays, puis que j'arrivais là, on jouait dans 2 méga-théâtres. Je vais vous dire, il y a un centre d'achat à peu près la grandeur des Galeries de la Capitale à Québec. À Québec. Donc, comme le théâtre IMAX aux Galeries de la Capitale, on jouait là dans 2 centres d'achat. Après ça, il m'a amené à Saint-Pétersbourg, qui est à la frontière de la Finlande, pour vous donner une idée. Puis j'ai été à Saint-Pétersbourg pendant 4-5 jours aussi. Puis j'ai été là 3 fois en Russie, puis j'ai toujours été reçu comme un roi, tout ça. Fait que la mentalité des gens, les nationalités, l'humain, on n'est pas vraiment loin un de l'autre. On pense souvent des mêmes affaires. C'est la politique qui nous sépare, malheureusement. Et les politiciens sont très habiles de diviser les gens. Quand on dit en anglais « What goes around comes around », bavez-nous, souhaitez ça, essayez de nous contrôler, faites des affaires. Moi, mon laboratoire de film est à Burbank. OK. Qu'est-ce qui se passe dans le sud de la Californie? Je dois avoir des centaines d'amis là-bas. Ouf. Ouais. Qu'est-ce qui vient d'arriver, les feux? Ça fait longtemps qu'ils en parlent. Donc, ils ont reçu de l'argent du fédéral. Et, exemple, pour les feux, les firefighters, l'entraînement, engager des pompiers spécialisés pour aller comme dans le nord du Québec, quand il y a les avions citernes qui vont, tout ça. Gavin Newsom a pris l'argent puis il le met ailleurs. Ils ont donné de l'argent pour entretenir les forêts. Oui. Ils l'ont enlevé parce qu'une forêt, un arbre qui tombe, doit être nettoyé. Au début, il y a de l'eau dedans dans l'arbre, mais quand l'arbre, ça fait 1 an et demi qu'il est là, l'eau est complètement retirée, ça vient dur comme du béton. S'il y a une étincelle qui tombe là-dessus, ça l'allume, c'est le meilleur bois que vous ne pouvez pas avoir. Donc, si tu ne nettoies pas tes forêts, c'est la même chose au Québec, c'est la même chose partout. Si tu ne nettoies pas tes forêts, je ne sais pas s'il y en a dans vous autres qui ont été en Californie, là, mais sur le bord de la côte du Pacifique, c'est tous des montagnes. Il n'y a pratiquement pas de bois, c'est du foin. Puis c'est du foin très, très, très sec. Et à l'automne, il n'y a plus d'humidité dans ce coin-là. Je vous le dis, là, vous tirez une allumette, là, puis ça va brûler ce coin-ci en 10 minutes. Puis là, ils ventent. C'est capoté. Ils ventent énormément. Puis c'est les grands vents l'automne. Donc, des vents, c'est sec avec des grands vents. Donc, ça prend pas grand... Et tout le monde reste dans les montagnes comme ça. Si vous n'avez pas été sur la côte ouest, vous allez voir des maisons sur des pilotis, des choses comme Pacific Palisades, Malibu, tout ça. C'est spectaculaire. On ne peut pas comprendre, nous autres qu'on habite sur la côte est, qu'il y a des gens qui restent dans les montagnes comme ça, puis qu'il y a des routes qui montent dans la montagne. C'est indéfini. C'est comme je vous dirais en Europe, dans les Alpes, puis tout ça. C'est spectaculaire. Sauf que s'il arrive un désastre, comment tu te fais pour te rendre là? Il y a une route seulement sur le bord du canyon qui monte. C'est un one-way pour monter, puis un one-way pour descendre. Puis c'est des évacuations. Qu'est-ce qui est arrivé justement en Californie? C'est que les gens ont parti de leur maison. Il y a une évacuation obligatoire. Okay. Donc, les gens ont descendu avec leur auto. Mais quand ils sont arrivés sur la US 1, sur le bord du Pacifique, il y avait un traffic jam. Il n'y a plus rien qui bougeait. Donc, ils ont dit aux gens, vous laissez votre véhicule, vous descendez 1 000, 2 000, 3 000 qui vous reste pour vous rendre à l'océan. Toutes les autos ont pris en feu, toutes les maisons ont pris en feu. On a vu ça, on a vu les images. C'est complètement affreux. Et qu'est-ce qui me fâche, moi? Parce qu'humainement, je m'en sac que tu sois démocrate, républicain. J'ai des chums démocrates, c'est des chums pareils, puis on s'entend pas sur la politique. Mais c'est pas mes amis pareils. C'est pas ça que les réseaux sociaux veulent faire. Ils veulent nous diviser. Ils veulent qu'on saillisse entre nous autres, puis eux autres, ils nous contrôlent pour garder de l'argent. Sauf que là, il y a un gouverneur qui est dans l'eau chaude, qui est Gavin Newsom. Ouais. Et je vous le dis, là, je ne comprends pas. Puis je sais qu'au Québec, le gouvernement fait ça aussi. Donc, un budget qui est attitré pour un programme, ils l'ont pris puis ils ne l'ont pas fait. Et là-bas, vous l'avez probablement entendu parler, il y a des bassins d'eau, des bassins de rétention. Et ces bassins de rétention-là sont faits pour justement les bornes fontaines, pour fournir les bornes fontaines. Ouais. Ils étaient tous vides. Fait que moi, j'ai fait un exemple un peu. On en a parlé un peu hier. Ouais. C'est beau. Nos villes, on paye sur notre compte de taxes pour déneiger les taxes ou nettoyer les vidanges. Puis, mois de décembre, les premières neiges qui tombent, ils ne nettoient pas. Ça s'accumule, le monnaie sur le bord. Mais ça arrive, ça. Puis là, tu arrives au mois de février. Oui, mais tu arrives. Je comprends, mais la réalité est que tu arrives au mois de février, tu as une tempête de neige de 40 cm, tout ce qui s'est accumulé, mais ils n'ont jamais nettoyé les rues. Okay. Mais c'est ça qui vient d'arriver avec les feux.
c'est que c'est comme s'il n'y a pas de gratte à neige pour la période d'hiver pour nous autres, exemple, les Québécois. Qu'est-ce qui est le fun? Vous êtes en Floride. C'est un des meilleurs États que le Texas en ce moment aux États-Unis. C'est un État républicain qui est leadé par un vrai leader qui va protéger les citoyens puis qui va tout faire. Et depuis que DeSantis est au pouvoir, il le démontre depuis le début. Tu sais, on dit tout le temps, on va juger la personne par ses actes ou ses performances. Mais DeSantis, c'est ça qu'il fait. Que tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Moi, je n'ai pas besoin de l'aimer. DeSantis, c'est pas mon ami. J'aimerais ça le rencontrer, comme on se rencontre ici aujourd'hui, parce que le gars, il est spectaculaire. OK. Mais j'ai pas besoin d'aimer le gars. C'est comme un coach de hockey. J'ai pas besoin d'aimer le coach de hockey. Il est-tu beau, il est-tu laid, il est-tu ça? Fais-tu la Performe. job. Fais-tu la Je veux job. juste qu'il performe. Point. Bon. Exact. Les meilleurs coachs dans la vie, souvent, sont pas aimés. Bill Belichick, exemple, au football, il n'était pas aimé par plein de monde. Tortorella au hockey. C'est pareil, Ouais. mais c'est tous des winners. Oui, absolument. Tu sais, Une belle fiche. à un moment donné, quand tu es trop fin et tu es trop beau, ben, le monde te passe sur le corps. On a un meilleur exemple qui est arrivé aux Panthers de la Floride. Eh oui! Le tout autour. On a changé 3-4 fois de propriétaire. Ouais. Wayne Huizenga, puis... Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Là, ils ont un vrai propriétaire. OK. Fait que qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on voit la performance. Puis les Québécois qui descendent ici, je vous le dis, allez-y aux Panthers, c'est le fun. C'est le fun, puis c'est plate un peu. Parce que depuis qu'on a gagné la Coupe Stanley, les billets ont pratiquement doublé depuis l'année passée. Ouais. J'ai été dans la série contre Boston. C'était le match numéro 4 ou 5. Je vais appeler ça des loges, là. Vous me comprenez, je veux dire. Là, j'étais dans la 5e rangée, en descendant du haut des loges. La vue extraordinaire. J'étais à la ligne bleue. Entre la ligne bleue et le goaler, mais j'étais de côté, là, la game parfaite. J'ai payé 175$, frais inclus du billet. J'ai acheté 2 billets. Fait que ça, là, cette année, malheureusement, il y a des games régulières. La même place se vend 300$. Oh. Allez sur des sites online, il y en a qui vendent à la dernière minute. Achetez pas vos billets trop d'avance quand vous voyez que le prix est trop cher. Si vous voulez, mettons, il y a une game à 7h à soir, achetez vos billets à 2, 3h, 4h de l'après-midi. Mais vous êtes prêts pour y aller. OK. Mais vous allez avoir un billet, le même billet, vous allez l'avoir 150, 175 à la dernière minute. OK, épisode numéro 15 de la saison numéro 2 de la Florida, le Ça, podcast. j'ai de la misère à te suivre. Quand tu dis ça, là, Épisode 15. je me pense au bingo. On a un premier invité qu'on va recevoir. C'est pour la première fois depuis le début de la Florida, le podcast. On a un invité qu'on tenait à avoir avec nous. Petite pause et on fait une entrevue dans quelques instants. Moi, je vais en Floride, hostie, c'est là qu'est le moton. Snowbird 2.0. Ton podcast floridien. Maintenant, voici notre premier invité de la saison. Notre premier invité de la saison. Nous sommes de retour à la Florida, le podcast Snowbird 2.0. Très heureux avec Carl Sanson d'accueillir l'hôte d'ici aujourd'hui pour le premier podcast devant public. C'est Richard Clavet de Richard's Motel Family of Lodgings à Hollywood. Bonjour, Richard. Bonjour, les amis. Bon, présentation, Carl, Richard, Bon, Carl. oui, ben oui, ben oui. On s'est jamais vu en passant. Non. Jamais. Un gars de motocross, un gars de vélo. Et je dis un gars de vélo parce qu'effectivement, ce qui l'a conduit en Floride, Richard, en 1983-84, c'est juste un trip en vélo où il est arrivé ici en vélo. Et puis, Richard, raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Tu es un gars de Québec, tu es parti à un moment donné pour un premier voyage en vélo pour partir à partir de Lac-Beauport pour te rendre à l'île d'Orléans. Quand on était jeune dans le temps, on se promenait tout le temps en bicycle à pédale. Puis on allait à l'école en bicycle à pédale. Puis tout se faisait en bicycle à pédale. On livrait les journaux en vélo. Ouais. Et puis on était un petit peu en retrait de la ville de Québec, dans Notre-Dame-des-Laurentides. Lac-Beauport. Notre-Dame-des-Laurentides, Lac-Beauport. Ouais. C'était assez facile pour se rendre vers Québec parce que ça s'en allait en descendant. Puis un de ces 4 matins, on était 4 amis ensemble. On avait descendu jusqu'aux chutes Montmorency. Ouais. Puis on a décidé de faire le tour de l'île. Ouais. Puis on a fait tout le tour au complet. Puis après ça, on est remonté jusqu'à la maison. Ouais. Puis on était rendu genre début de l'après-midi. Ouais. Puis là, ben, en tant que Québécois, puis fier d'être Québécois, on regardait la carte du Québec. Puis on a réalisé que la frontière américaine n'était pas loin. Puis on venait juste de faire 74 000. C'était 44 000 le tour de l'île, plus 15 000 y aller, 15 000 à revenir. On venait de faire 74 000. Et puis la frontière américaine était juste à 110 000 d'où c'est qu'on était. Elle est simple.
Fait que c'est. Oui, elle est simple. Fait que c'est là, quand les 4 jeunes, on s'est dit, hey, on serait capable de se rendre aux États-Unis en vélo. Fait que pas longtemps après, ben, les 4 ensemble, on s'est ramassés, puis on est parti vers les États-Unis en vélo. Ça, c'était avec Richard, probablement un CCM 10 vitesses, là. Le argent, là. Qui pesait une tonne. Un Targa, un CCM Targa argent. Qui pesait une tonne, là. Tu sais. Ouais, mais il était solide. Je pense que c'était un vélo sport. 12 vitesses, 10 ou 12 vitesses. OK. C'était le modèle Racing Targa. Fait que là, vous êtes allé aux États-Unis. Oui, par la suite, on a passé par la Beauce. Oui. On s'est rendu jusqu'à Jackman. Non, pas jusqu'à Jackman. Armstrong dans la Beauce. Oui. Ouais. Oui. On a couché à la frontière, puis le lendemain, on est revenu. OK. Et puis ça a été cet été-là. Le total de ça, aller-retour, c'est aussi bien d'aller à Old Orchard d'une autre fois. Ben, le total, quand tu fais le total, tu fais 110 000 y aller, 110 000 y revenir. On a de faire 220 000. C'est aussi bien d'aller au Old Orchard. 220 000 en vélo, tu dis, c'est pas si pire que ça. Fait que Old Orchard, c'était 350 000. Fait que on l'avait fait en 3-4 jours, je me rappelle plus trop exactement. On avait descendu là, on avait resté une semaine sur le bord de la plage dans un camping là-bas, les 4 gars ensemble. Puis on était revenus par après. Okay. Un fait cocasse dans le temps, c'est que les douanes, c'était pas comme aujourd'hui. C'était assez simple. Puis on avait un petit compteur avec le vélo qui marchait. Là, c'était un fil qui était comme des engrenages. Non, puis ça nous donnait une petite idée plus ou moins où c'est qu'on était. Fait que quand on arrivait vers les États-Unis, on avait plus ou moins une idée où c'est que la frontière, elle était. Mais les 4 jeunes ensemble, c'était toujours à savoir qui le premier qui arriverait dans une certaine ville, puis qui est le premier qui arriverait aux États-Unis. Fait que on a tous arrivé à un moment donné où c'est que, coudon, ils sont où les États-Unis? Puis là, on s'est reviré de bord, on a vu une petite maison sur le bord de la rue qui avait un drapeau américain, puis oups! On avait passé tout droit, on ne l'avait pas vu. Puis là, c'est là, on a reviré de bord, on était à voir la petite maison qui dit drapeau, puis là, le monsieur est sorti, puis il nous a demandé où c'est qu'on s'en allait. Puis là, nous autres, on a expliqué qu'on s'en allait aux États-Unis. Mais là, lui, il nous a bien vu qu'on s'en allait vers le Canada. Non, c'est qu'on a oublié, on a manqué de te le dire qu'on s'en allait aux États-Unis. Hey, imagine-toi donc le douanier qui voit 4 petits cornets, toi, qui arrive là en vélo avec des CCM Targa. Je m'en vais à Saco, à Old Orchard Beach. Hey, dans le temps, là... Puis toute la gang devait suer de la craque un peu, là, rendu là. Il n'y avait pas de permis pas de passeport, pas de permis de conduire, là, pas rien. C'est là, vrai. dans le temps, OK. là, C'est vrai. Puis vous a laissé aller. C'était très, très simple de traverser la frontière dans le temps. Là. Ouais. Fait que là, vous avez fait Old Orchard. Qu'est-ce qui vous a amené à faire la Floride? Ben, 350 000 aller à Old Orchard, 350 000 à revenir, ça fait 700 000. L'été suivant, je regardais un peu plus loin. Puis on venait de faire 700 000. À la Floride, c'était à peu près 1800. Fait qu'on savait que c'était possible. Tant qu'à y être. Puis là, on a continué. Faire Boston, puis après ça, on a bifurqué. Boston, on n'a pas été à Boston, on est allé dans un suburb, Somerville. On a couché dans une caserne de pompiers. OK. On se faisait héberger souvent du monde sur le bord de la route. Les Américains sont très bienvenus. Ils voient 2 cornets arriver en vélo, qui suent de l'arrêt. Ils vont t'offrir de l'eau, puis ils vont t'offrir n'importe quoi. Puis s'ils ont une place chez eux, ils vont t'héberger. Ils sont de même. Les Américains sont comme ça. C'est spécial, là, mais surtout dans la campagne, là, don't speak English, please tell me where is the campground. Ça, c'est Yes No Toaster Black & Decker Cheeseburger. Et puis, oui, non, c'est souvent, là, c'était difficile parce que quand même, tu es en vélo, tu es en campagne, il n'y a pas de soleil la nuit, il n'y a pas de lumière. Puis il faut que tu trouves une place pour mettre ta tente. Ah, ben, je suis sûr que vous n'aviez pas de lumière après vos vélos. Là. Non. Un petit C'était flashlight, juste une des petite lampe petites de affaires poche. Là. reflétant orange puis rouge après les roues. Oui, puis une petite lampe de poche. Fait que le but, c'est de te trouver une place où installer ta tente, pas trop tôt pour te faire écœurer. Ouais. Puis pas trop tard, te faire pogner par le soleil qui vient de se coucher. Puis là, tu sais plus où c'est installé.
Fait que quand on arrivait vers la fin de la journée, tu essayais de demander aux gens s'il n'y a pas un terrain de camping pas loin. Puis quand tu voyais des gens en campagne qui travaillaient sur le terrain, là, tu leur demandais de l'information. Puis là, quand tu les voyais commencer à t'expliquer, ben tant de milles par là, puis tant de milles par là, puis tant de milles par là, puis tu es avec le vélo. Can I put my tent in your backyard just for the night? Est-ce que je peux mettre ma tente dans votre cour juste pour la nuit? Ah, il n'y a pas de problème. Puis là, ben là, on... Fait que, Non, c'est... On se débrouille, puis éventuellement, ben, on s'est rendu jusqu'à Titusville. Oui. Puis à Titusville, on n'avait plus vraiment les moyens. OK. On avait le choix de descendre un petit peu plus au sud ou s'en aller vers Orlando. OK. Fait qu'on a choisi d'aller vers Orlando. Oui. Alors ça, c'est le premier voyage. Comment tu as découvert Hollywood par la suite? C'est en 1985, quand j'ai fini mon cégep. OK. Quand il y a plusieurs personnes, quand ils finissent le cégep, ils prennent des années sabbatiques ou ils prennent un break ou quelque chose. Ouais. Moi, j'ai décidé de partir. Puis, étant donné que j'avais pas fait de vélo l'année d'avant, ça allait bien mal. J'avais mal à bien des places. C'est pas ici, c'est pas là. Tu sais, les bandes 10 vitesses, Ah oui. ça fait mal, c'est pas ici, c'est pas là. Ah Les oui. petits bancs, là. Ah oui, hey. Mais j'ai continué. Je me suis rendu vers Montréal, Toronto, Niagara Falls. Après ça, vers Détroit. Je me suis dirigé vers le Colorado. J'ai passé au nord de Denver. Oh. Je me suis dirigé vers l'Utah. J'ai descendu dans l'Utah vers la pointe de l'Arizona puis le Nevada. OK. Et puis après ça, j'ai longé la rivière Colorado. Je me suis rendu à une place qui s'appelle Lake Havasu City. OK. C'est qu'il y a un pont qui ont emmené pierre par pierre de Londres, qui ont reconstruit là-bas. J'ai descendu vers le sud. Après ça, j'ai bifurqué vers l'ouest. Je me suis ramassé dans une place qui s'appelle l'Imperial Valley, en Californie. Puis j'ai traversé la frontière du Mexique puis de la Californie. Une place, ça s'appelle Mexicali. Après ça, j'ai remonté jusqu'à Los Angeles. J'ai resté là à peu près un mois Hey, OK. à travailler, à nettoyer des voitures, de faire de même. OK. Mais j'avais pas vraiment d'avenir là. Et puis, j'ai repris l'autobus encore une fois de plus. Puis, je suis retourné à Québec en autobus. Là, on était rendu genre milieu octobre 1985. OK. Moi, je me suis dit, ben, je vais venir passer une couple de mois en hiver avec mes grands-parents ici en Floride. OK. Puis, fait que c'est ça, mes grands-parents étaient sur le point de partir. Fait que je suis parti avec eux autres. Ils demeuraient ici, pas loin, au coin de Adams puis la 20e. Fait que j'ai commencé à travailler dans un restaurant, bar, motel, genre à Fort Lauderdale. Ouais. Et puis, c'est un peu comme ça que j'ai travaillé dans le domaine ici. Fait que tu es tombé en amour avec la Floride, acheté des motels, puis... L'amour pour la Floride s'est développé petit peu par petit peu. Une des affaires qui me fascinait pour moi, c'était de voir mes grands-parents partir à chaque hiver puis s'en venir par ici. Puis de savoir qu'il y avait une place sur la planète qui n'avait pas genre 4-5 pieds de neige puis qui faisait chaud. De savoir qu'il y avait des palmiers. Un des voyages qu'on avait fait quand on était jeune, c'est d'aller toucher au premier palmier qu'on voyait sur le bord de l'autoroute quand on sortait du véhicule. Puis, dans mes premiers temps, quand j'étais ici, ben, une des premières affaires que je faisais quand je travaillais pas, c'était de me promener un peu partout, puis de me perdre, d'aller voir un peu partout. Puis mes voyages en bicycle aussi m'ont permis aussi de rencontrer toutes sortes d'affaires. Tu es en vélo, puis tu vois sur le bord d'un pont des cannes à pêche, puis ils pêchent. Fait que, tu t'arrêtes de te reposer, tu les regardes, puis tu vois ce qu'ils font. Puis... Ici, c'est à travers les alligators. Là. Ouais. Toute la gang. Pour eux autres, les gens, un alligator ici, un résident, un vrai Floridien, c'est comme les requins. Là. Pour eux autres, là, c'est comme si nous autres, je sais pas, on voyait un chat et un chien dans la rue. Je suis sérieux quand je dis ça. Là. Ouais. Puis des requins, pour eux autres, quand ils vont en pêche, les enfants jeunes, les parents les amènent.
Pour eux autres, c'est comme si on pognait un gros poisson au Québec. Là. Un brochet, exactement. Une affaire de même. Pour eux autres, c'est tout à fait normal. Il n'y a personne qui a peur des requins ici, les résidents. Puis la même affaire pour les alligators. Ils n'ont pas peur de ça pendant tout. Ils n'ont tellement pas peur qu'ils se font des hamburgers aux alligators, qui est très bon en passant. Ah oui? Oui. Ah oui. La viande est tendre, tout ça. Fait que c'est ça. Quand tu rencontres, quand on voit des cultures, les nationalités changent, mais les cultures se ressemblent beaucoup. Il y a des fois, on va juger des gens, mais on juge beaucoup trop vite. Puis pour eux autres, c'est tout à fait normal. Moi, mes enfants, exemple, Richard, ils ont arrivé sur le quai ici de Commercial. Il y avait 16 ans, je venais d'acheter le premier auto à mon gars. Puis j'ai dit qu'il y a un vendredi soir, je dis, qu'est-ce que tu fais à soir, les boys? Ah, on se remplit un cooler, puis on s'en va à la pêche. Il dit avec mes chums. J'ai dit, aller à la pêche. Mes gars pêchaient pas, là, zéro. Puis je dis, allez faire quoi? Bon, on va pogner des requins à soir. Je dis, comment vous faites ça? Ben, il dit, mon chum, là, Josh, il dit, il y a un kayak de mer, il y a des grosses rods qu'il met sur la plage. Il dit, nous autres, il disait qu'il prenait de la liqueur, là, on prendra bien. Fait que les jeunes s'amènent une caisse de 12, une caisse de 24, ils se mettent de la musique. Au coin de Commercial, c'est qu'il y a un restaurant, là. Avec son kayak de mer, lui, il met sa rod, puis il met son appât dans le bateau. Il fait 1 mille jusqu'au large, puis il drop le gros poisson qu'il y a au bout, puis il attend que la rod s'appogne. 2 heures plus tard, il m'envoie un vidéo. C'est le fun à cette heure, hein? Les téléphones. Il m'envoie, tu sais, qu'est-ce que tu racontes là aujourd'hui? Mais à cette heure, c'est tes téléphones intelligents. Il m'envoie une vidéo, il avait pogné un requin de 11 pieds. Puis le vidéo commençait que son chum a sauté dans l'eau, puis il y avait de l'eau jusqu'au chest ici. Oh. Il fallait le ramasser par la queue, puis l'amener. Après ça, il pogne un genre de marteau pour enlever l'appât dans la bouche, le crochet. Prend le nez. Tout le monde prend une photo avec à l'entour du requin. Ils le prennent puis ils le remettent dans l'eau. Donc, ils ne l'amènent pas. Puis eux autres, non, ils ne le mangent pas, ils ne le tuent pas rien. OK. Mais eux autres, c'est normal. C'est un Je parle sport. des jeunes de 16 ans. Puis il n'y en a pas tous de 16. Mon plus jeune, tel qu'eux autres, il a 14. Mais eux autres, c'est une habitude normale. Dans les Everglades, c'est pareil. Les aéroglisseurs que vous voyez là, pour faire des tours, là, ils rient de ça. Là. Je veux dire, eux autres, ils voient des requins, des alligators partout. Puis je veux dire, ça fait partie de leur culture. Je voulais rajouter quelque chose en pensant des cultures de faire le même. C'est une fois, j'avais retourné au Québec avec mes enfants en plein été. Puis Notre-Dame-des-Laurentides, la rivière Jaune. Puis je montrais à mes enfants, en tout cas deux, trois de mes filles, que j'avais emmené sur le bord de l'eau de la rivière Jaune. C'est que j'allais jouer dedans quand j'étais jeune. Puis je trouvais ça bizarre. Il ne me suivait pas. Venez-vous-en, venez-vous-en. Il avait peur? Il avait peur. Peur de quoi? Mais je me demandais de quoi il avait peur. Ouais. Jusqu'à temps qu'ils me le disent, il avait peur des alligators. Des alligators? OK, parce qu'eux autres, ils ont l'habitude. Un plan d'eau égale un alligator. Mes enfants, ils avaient peur de s'approcher de l'eau à Québec, sur le bord de la rivière Jaune. Écoute, il y avait des écrevisses de 2 pouces. Oui. Non. Mais malgré qu'ils ont fini par arrêter d'avoir peur parce qu'ils avaient confiance en leur père, là. Puis oui, on a trouvé des écrevisses. Mais ça faisait drôle dans ma tête d'entendre ça de mes enfants qui avaient peur des alligators quand je les emmenais sur le bord de l'eau là-bas. Au Québec. Ouais. Puis oui, des alligators dans la nature, ici, il y en a partout. Ouais. C'est sûr que quand tu te promènes dans le confort d'un automobile, avec les fenêtres montées, l'air conditionné, tu vivras pas la même sensation que si tu es en vélo. Et puis tu sens, et puis tu ressens tout ce qui est autour de toi. Ouais. Surtout en vélo, s'il y a un animal de mort, tu vas le sentir longtemps à l'avance, puis tu vas le voir quand tu vas arriver proche. Et puis les alligators, tout ça, toutes les rues en général sont toutes surélevées avec un petit canal sur le bord. Puis par ici, quand tu vas dans les places qui sont pas civilisées, là, mais plus en campagne, là, tous ces canals-là, c'est plein d'alligators. Il y en a beaucoup partout. Puis si tu portes vraiment attention, des fois, tu en as des qui se font frapper par les chars, tu en vois des morts. Des fois, tu en as des vautours qui viennent manger les alligators morts. Justement, les vautours que vous voyez, ils appellent ça en anglais des peace vultures. Les gros, là, sont lettres, là, mais sont pas dangereux, vous attaqueront jamais. C'est ça qu'ils appellent ça des peace vultures. Ils vont peut-être vous attaquer si vous êtes mort. Jamais. Non, c'est ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je veux dire, vous passez à côté, vous prenez une marche là, à 2-3 pieds, puis ils sont 10.
ils mangent une carcasse. Jamais ils vont vous attaquer, ils vont se tasser. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tu sais, c'est quand même assez haut et assez gros, là. Oui, c'est très impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a ici que le monde ne pense pas beaucoup quand tu vas dans la nature comme ça? Il y a beaucoup d'ours en Floride. C'est plein d'ours. Ouais. Ceux qui restent sur le bord des Everglades, c'est plein d'ours ici. Beaucoup de chevreuils aussi. Je dirais pas autant qu'au Québec, mais il y a beaucoup de chevreuils puis beaucoup d'ours. Puis il y a un peu de panthères. Moi dans ma carrière ici, j'ai vu 7 ou 8 panthères traverser en avant de moi en auto, tout le temps. La dernière fois, c'est... Oui, je suis chanceux. La dernière fois, c'est il y a 2 ans, je m'en allais en motocross au Kitchobi, puis on traversait sur la 70, puis il y a 2 panthères qui ont traversé en avant de nous autres, à peu près, je ne sais pas, moi, d'ici à l'autre bord de la rue ici, qui est en avant. OK. Fait qu'il n'était pas très loin quand tu arrives à 70, 75 000 à l'heure. Hey. Ouais. Okay. Parce qu'ici, on a le droit de faire de la vitesse un peu. Oui. 195, là, oui, les panthères, tu disais, Richard, je pense que c'est en voie d'extinction, puis il en reste à peu près 200. Oui, il y a quelques années, j'avais entendu dire ça, qu'il en restait à peu près 200, puis qu'ils se reproduisaient au rythme d'à peu près 20 panthères par année. Et puis, il s'en fait tuer à peu près une vingtaine par année par des accidents d'auto. Ouais. C'est pour ça que sur la côte ouest, tu as beaucoup de routes qui sont toutes clôturées pour essayer d'éviter que les panthères se ramassent sur l'autoroute. Ouais. Quand tu vas trop vite, ben là, malheureusement, la panthère n'a pas le temps de se retirer. Puis la raison pour laquelle la panthère a tendance à aller sur les autoroutes, c'est que c'est pas un animal aquatique, c'est un mammifère. Puis ça a tendance à aller se faire sécher aux les places les plus élevées. OK. Puis la route se trouve être le point le plus élevé. Ouais. Ensuite de ça, un autre gros problème avec les panthères, c'est que depuis quelques années, il y a des boas, des gros serpents qui sont pas d'ici, mais qui ont pris racine dans les Everglades. C'est des gros serpents qui grandissent jusqu'à peut-être une vingtaine de pieds de long. OK. Je ne sais pas si vous avez une idée, 20 pieds de long, là, mais c'est très, très long. Et puis, le problème avec ces boas-là, c'est qu'ils ne sont pas d'ici, ils n'ont pas vraiment d'ennemis. Ça fait peut-être 70-80 bébés œufs à la fois. Oh. Et puis, il faut qu'ils se nourrissent, ces pitons-là. Et puis, ils vont se nourrir de petits ratons laveurs. Ils vont se nourrir de petits opossums. Éventuellement, ils grossissent, ils vont se nourrir de chevreuils. Et ils vont se nourrir d'alligators. Ils se nourrissent d'un paquet d'affaires qui fait qu'à un moment donné, la panthère, elle manque de manger. Okay. Fait que ça débalance l'écosystème. Fait que la panthère, qui est, elle, native d'ici, qui est en voie d'extinction, l'invasion de ces gros serpents-là a un impact immédiat sur l'avenir de la survie des panthères. Mais là, Richard, il faut revenir sur Richard Hôtel. Là, on est après avoir un cours de géographie et d'histoire du Canada et des États-Unis. Exact. Nous autres, on veut savoir dans le podcast de la Floride. Ouais. Richard, ça a parti en 85 avec un motel. Là, il y a comment de motel, puis le package, qu'est-ce qui se passe, comment c'est le fun. Ouais. Tu es rendu natif de la Floride. Je pense que tu es marié, mais là, on a su qu'il y avait des enfants qui pensaient qu'il y avait des alligators sur le bord de la rivière Jaune à Charlebourg, à Notre-Dame-des-Laurentides. Moi, je viens de là aussi en passant. Oui. Fait que je sais très bien c'est quoi. Fait qu'on aimerait ça savoir où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis pourquoi. Exact. Puis, y a-tu de la relève dans ta gang? Bonne question. Bonne question. Je cherche toujours la réponse. Il y a 5 filles en passant. 5 filles. Okay. Les 5 premières années, ils étaient à Fort Lauderdale. OK, tu as commencé à Fort Lauderdale, pas ici. Non, comme employé Fort Lauderdale, okay. Mais moi, je parle propriétaire. Ici, 90. Oui, OK, en 90, c'est la première acquisition est ici. Oui, mais en 1985, quand je suis arrivé, je ne parlais pas anglais, travailler à nettoyer des salles de bain, puis des stationnements. Il faut que tu apprennes le métier, tu commences en bas. Exact. Puis après ça, éventuellement, louer des chambres à l'office. Après ça, gérer un motel. Mais ça, c'est les 5 premières années. Après ça, tu achètes ici. Tu as ramassé tes bins, tu étais capable d'acheter un motel.
Oui, éventuellement, j'étais tanné. Et puis, j'avais pris la décision de retourner chez nous. Mes parents ils avaient décidé de faire un peu comme mes grands-parents, puis essayer d'avoir un pied à terre ici en Floride. Ils avaient décidé d'investir. Ils voulaient peut-être s'acheter une maison mobile, un condo ou peut-être un petit quelque chose, un triplex, quelque chose de même aussi que ça pourrait peut-être m'aider. Mais toi, tu voulais le rentabiliser, d'avoir quelque chose de plus gros pour être capable de Là, rouler le business. Il m'avait demandé de rester plus longtemps, qu'il viendrait passer l'hiver ici, puis qu'on regarderait pour différentes possibilités. Chose qui arrive aujourd'hui avec beaucoup de monde, beaucoup de gens qui veulent s'acquérir une maison, une propriété, un condo, une maison mobile, un RV parqué à quelque part. Ça, il y a beaucoup de personnes qui me posent, ou seulement de poser, Martin, toi aussi la question. Comment qu'on fait pour acquérir une propriété ici? Fait que, voyez-vous, en 90, ça cassait une main avec Richard ici. Oui, c'est ça. Fait que là, j'avais décidé de rester ici jusqu'au printemps. Et puis là, mes parents sont venus. Puis là, on regardait toutes sortes d'affaires pour acquérir. Okay. Et puis, acquérir quelque chose petit, genre un condo, quelque chose de même, ou si j'aurais une place à rester qui ne me coûterait rien de loyer. C'est pas ça qui m'aurait motivé à rester par ici. Non, ça prenait une job. Fait que si on aurait acheté un petit motel ou quelque chose comme ça, ça aurait peut-être. Fait que là, on regardait des places. Okay. On avait venu voir ce motel-ci, ça s'appelait le Gem Motel dans le temps. C'était tout à l'abandon. Ça faisait dur. Et puis dans le temps, mon père, il voulait absolument rien savoir de cette place-là. Mais moi, j'aimais le lieu géographique. J'aimais aussi que c'était situé entre les grandes villes. J'aimais le fait qu'il y avait quand même beaucoup de francophones dans le temps qui venaient des alentours. Si on parle toujours en 90? En 90. Okay. J'aimais le fait que la place était à terre puis ça pouvait pas faire mieux que de remonter. Le film La Florida, sorti en quelle année? Exactement en 1990. Avec Rémi Gérard? Oui, mais Rémi Gérard était à ce moment-là un chauffeur d'autobus de 55 ans à la retraite. Lui, il avait 25. Fait que lui, il a commencé à peu près au même moment, en 1990, à l'époque où c'était pas mal la fin au niveau des motels de ce moment-là. C'était-tu un des premiers rôles de Marie-Josée Cross dans le temps? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Ancienne blonde de Stéphane Rousseau. Okay. On avait vu dans ce film-là, c'était qui les autres là, qu'on avait? Rémi Gérard, évidemment. T'avais pas Gildor Roy qui était là-dedans. T'avais Jacques Desrosiers qui jouait un curé. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais ça fait très longtemps. Ça a été filmé sur le bord de la A1A à Hollywood. Là. Sur le bord de loin la de la A1A. Johnson. Là. Exactement. Okay. À 5 minutes d'ici environ, à peu près. Il y a même une scène sur le pont Levant. Sur le pont Levant? OK. L'accent se vienne. Fait qu'après ça, ça a marché pour le premier. Puis après on avait magasiné tout l'hiver. On avait regardé toutes sortes d'affaires. Okay. On avait regardé des petits motels qui était quand même en très bon état. Mais un petit motel, jamais de la Sainte Vie, j'aurais fait quelque chose avec ça. Ça aurait été trop petit. J'aurais pas été capable d'avoir de visa d'investisseur ou quoi que ce soit avec ça, trop petit. Il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus gros, mais très bien opérés, très bien gérés. J'aurais certainement pas été capable de faire mieux que les opérateurs en question. Peut-être être capable de faire pire. Okay. Puis le montant d'investissement cash était beaucoup plus élevé. Fait que tout l'hiver, on a magasiné. J'en ai vu beaucoup de places. Puis pour se rendre à la fin de l'hiver, où c'est que l'agent immobilier est venu nous voir, puis étiez-vous sérieux à l'idée d'acquérir une propriété ou non? Ben oui, on était sérieux. Ben alors, allez-vous faire une offre? Ben moi, dans ma tête, il y avait juste celle-là qui avait de l'allure. Oui. Fait qu'on a fini par faire une offre. Tu veux écouter le reste du podcast? Reviens-nous la semaine prochaine pour entendre la deuxième partie de cet épisode spécial enregistré devant public. La semaine prochaine, nous aurons droit aux questions posées par nos auditeurs sur place. À lundi prochain! La semaine prochaine, dans ton podcast préféré.
il n'y aura pas du outbidding comme il va y avoir à Québec. Ah, il y en a 10 qui viennent de bider sa maison, puis 500 000, 510. Il demandait 400. Le prix est là. Il n'y aura pas d'outbidding. Tu prouves que tu as l'argent. Il va voir si le vendeur va être flexible ou pas avec les affaires que tu vas avoir. Les 2 endroits ici pour faire du vélo en passant, c'est sur le bord de la A1A. Il y a un bike path. C'est une culture. Tu viens d'une culture québécoise qui te menace avec la vitesse. Tout ça. Au Michigan, c'est pareil. Au Michigan, c'est 85 000 à l'heure, ces autoroutes. Au Michigan, ils ont des hivers. Là. Au Texas, c'est pareil. Ici, c'est pas marqué 85 000 à l'heure, là, mais il tolère. Snowbird 2.0. Snowbird 2.0. 100% Florida, 100% Snowbird. Ton podcast floridien.